Donc, on va commencer avec un peu de retard matériel, comme d'habitude. Donc, on est ici pour vous présenter une architecture un peu particulière, étant donné qu'on sera sur du SQL Server Analysis Services, sur du Relational Online Analytic Processing, avec, sur notre data warehouse sous-jacent à cette base Rollup Analysis Services, des tables indexées en column store index. Donc, commençons par remercier nos sponsors, sans qui cet événement ne serait pas possible. Donc, surtout, n'hésitez pas, quand vous avez un peu de temps libre, là vous avez une demi-heure, à aller les voir, à discuter avec eux, ils sont là pour ça. Allez voir Microsoft, finalement, vous ne les voyez jamais, là c'est l'occasion. Donc, pour continuer sur les parties publicitaires, nous, Scope IT, une structure créée récemment, qui fait de la prestation de service, bien sûr, mais qui l'a fait avec un niveau d'expertise qu'on essaie de garder élevé. Il faut savoir qu'on est une société coopérative, un mode de fonctionnement un peu différent de ce que vous pouvez trouver jusque-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vend des fruits et des légumes? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on a plaisir à échanger, on a plaisir à échanger entre nous et on a plaisir à échanger avec vous. C'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de présentations comme celle-ci. Donc, Patrice, si tu veux te présenter. Patrice Harel, ça fait 5 ans que je fais de la BI dans le domaine Microsoft. Et je suis chez Scope IT depuis septembre. Très bien. Donc, pour ma part, ça fait aussi plus ou moins 5 ans que je fais du décisionnel Microsoft et que je travaille sur ces technos-là. Donc, on fait comme tout le monde, hein, on travaille de la partie conception à la partie reporting sur vos projets BI et on utilise les briques SSAS, SSIS, SSRS, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, mis à part la présentation de notre société, ce qui a été la partie la plus intéressante, je pense, pour vous. Donc, nos objectifs, je vais vous présenter les objectifs de la session, la façon dont on a implémenté techniquement une solution de démo. Il faut savoir qu'on est parti des fichiers de backup de Wikipédia. Vous connaissez Wikipédia? Donc, Wikipédia, c'est beaucoup de données. C'est des vraies données, surtout. C'est pour ça qu'on a voulu partir des backups de Wikipédia. Ça nous a permis de vraiment tester une solution, de ne pas partir sur AdventureWorks, comme tout le monde, et de vraiment voir si le Rollup pouvait être une solution viable. Donc, Patrice va vous expliquer le fonctionnement du Column Store Index. Je vais poursuivre par vous expliquer l'intérêt du Rollup et comment vous pouvez faire pour rajouter des petites touches d'optimisation qui vont faire de Rollup une solution viable. Parce que par défaut, si vous avez déjà testé du Rollup, vous avez peut-être été confronté à un certain nombre de problèmes. Et on terminera par une comparaison entre les modes classiques que vous connaissez, qui sont le multidim MOLAP ou le tabulaire, comparé à notre solution, à notre architecture, en énonçant les différentes limites qu'on a pu retrouver. Donc, l'objectif de la session, c'est de faire une solution mixte, une solution où on va utiliser le multidim avec toute cette surcouche qu'on aime beaucoup, cette couche d'abstraction, cette couche qui va nous servir à mettre du sens dans nos données, à mettre des dimensions, à avoir des tables de faits, ce qu'on perd avec le mode tabulaire, à avoir plusieurs fichiers, par exemple, quand on fait un projet BI, c'est assez intéressant. Et donc de profiter des avancées apportées par le Column Store Index qui finalement rendent possible ce genre d'architecture. On va donc étudier les performances du Rollup et faire la comparaison. Donc pour ce faire, on a utilisé les bases de données de Wikipédia. Il a fallu les charger quelque part. Donc on a monté une petite machine que vous voyez un petit peu ici. Voilà, donc pour la petite anecdote, 100% fait maison, hein, même les boîtiers en PVC autour, qui est bien moche, c'est moi qui l'ai fait. Je fais mieux les data warehouse que les boîtiers, ceci dit. Donc, on a 25 Go de RAM dans cette machine. On a 8 cœurs logiques, un SSD d'1 Teraoctet de données, étant donné que Wikipédia contient quand même pas mal de données. On a un data warehouse qui, au final, va faire 120 Go. On n'a pas gardé toutes les informations, surtout la partie texte que vous retrouvez dans les articles de Wikipédia. On ne les a pas stockés, parce qu'autant dire que là, on aurait besoin d'un peu plus d'un SSD. Et on a 250 millions de lignes dans la plus grosse table de faits. Pour la petite présentation, nous, on a chargé donc Wikipédia. Ça a été, je vais en parler rapidement, même si ce n'est pas le sujet, hein, c'est parce qu'on a tellement lutté pour réussir à charger ces données, que ça aurait été dommage de passer à côté.
Donc vous voyez, les Wikipédia, les backups, c'est du libre. Donc c'est principalement des fichiers XML. Pour la version française, on a déjà là, à la louche, 2 téraoctets de données à charger, de fichiers XML. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de charger des fichiers XML avec SSIS. On y a passé un petit peu de temps. Sachant que la deuxième source de données de Wikipédia, c'est des fichiers SQL pour MySQL. Content vous dire qu'on s'est amusé. Et donc, une fois tous ces efforts, ce petit mois d'efforts utilisés, on a fait une modélisation assez classique avec nos axes d'analyse que sont les utilisateurs, les catégories, une page, un article, SQL Server, une page, est lié à une ou plusieurs catégories, SGBD. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme catégorie? Microsoft. Et on a des liaisons avec une dimension date, des révisions. À chaque fois que quelqu'un modifie une page de Wikipédia, une révision est générée pour garder tout l'historique. C'est l'équivalent de notre fact page révision. Et on a une dimension révision qui va contenir le commentaire lié à cette révision. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a ce qui est représenté en petit pointillé, là, c'est notre many-to-many. Si je voulais afficher les catégories, le nombre de révisions par catégorie, je serais obligé de passer par cette table de pages, cette table de liaison entre mes catégories et mes pages, pour résoudre cette requête. Donc, j'ai ce qu'on appelle une many-to-many. Et là où c'est intéressant, c'est que les many-to-many, c'est lent en MOLAP, et potentiellement, ça pourrait être lent dans notre solution. Donc, on va voir les tests de performance sur ce genre de cas qui est assez classique. Et pour ça, je vais commencer par laisser parler Patrice sur le fonctionnement du column store index. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de l'implémentation qui a été faite du column store index vis-à-vis du MOLAP et du tabular, on va vous présenter le column store index, mais sur la version 2014 d'SQL Server, vous avez la CTP2 qui est disponible, donc qui ne devrait pas tarder à sortir. J'ai aucune idée de la date. Donc, juste quelques petits rappels sur les fondamentaux du column store index. La grosse différence, pour l'expliquer de manière assez simple, c'est que avant ça, on stockait les données sur des lignes de page, donc par ligne. Le column store index va nous permettre de les stocker en colonnes. Voilà, c'est très simple, très schématique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Objectif du column store index, principalement dédié aux requêtes analytiques. Alors, quand je parle de requêtes analytiques ou de MondoLAP, vous ne voyez pas tout de suite SSAS, c'est des bases, notamment modèles en étoile, qui permettent de générer de la donnée sur un nombre de colonnes restreint, mais sur un nombre de lignes important. Je vais prendre un exemple, mais si vous avez une base de données importante et qu'on vous demande de sortir un chiffre d'affaires par produit par mois, sur l'ensemble des colonnes de votre table de faits, vous avez 3 colonnes qui vous intéressent, produit, mois et chiffre d'affaires, enfin, au moins la notion de temps. Par contre, vous allez itérer et aller chercher l'information sur de nombreuses lignes. Donc le fait de stocker cette information en colonne, ça va permettre déjà de se dédouaner de 80% de la volumétrie de ma table. Quand j'exécute ce type de requête, c'est quand même pas négligeable en termes de temps de réponse. Donc premier aspect du column store index, limiter la taille de la structure de données qu'on touche avec notre requête. Alors, l'autre aspect, ça c'est lié aux algos de compression. Généralement, alors ça c'est une loi un peu globale, mais les algos de compression, pour compresser la donnée, ils se basent sur la redondance d'informations. On se rend bien compte que si on a une structure qui stocke nos données par ligne, notre redondance sur toutes les lignes et toutes les colonnes sera moins importante que si on ne se contente que de stocker les données d'une seule colonne dans une structure. Exemple ici, j'ai ma colonne 1, on pourrait l'associer par exemple à un nom de produit. Si jamais j'ai 2 milliards de lignes dans ma table de faits, mais que je n'ai que 25 produits différents, on se rend bien compte qu'aller stocker mes 25 produits plutôt que mes 2 milliards de produits redondants, en termes de structure de données, c'est quand même beaucoup plus light. Donc ça a un impact sur les IO disques, on va lire moins de données sur le disque, et ça a forcément un impact, s'il y a moins d'IO disques, ça a un impact sur la conso mémoire qui sera moins importante. Bon, le pendant de tout ça, c'est qu'il y a un petit overhead CPU, parce que pour pouvoir compresser la donnée, SQL Server et le moteur XVelocity, Vertipack anciennement, c'est le même qui est utilisé quasiment sur Tabular, à quelques petites spécificités près, va encoder et compresser la donnée. Alors comment ça marche? Bon, on imagine une table de faits avec mes commandes et mes noms de produits. Étant donné que je suis sur un stockage en colonne, on va ne s'attarder que sur la colonne nom de produit. Premier élément, enfin première opération très schématiquement réalisée par SQL Server, je vais aller extraire les valeurs distinctes. Vous les avez sur le tableau en haut à droite. Donc je me retrouve avec mes produits vélo, fourche et guidon. Plutôt que d'avoir à me trimballer tout au long de l'exécution de mes requêtes des chaînes de caractères, SQL Server et le moteur XVelocity va commencer par encoder.
Alors, les chaînes de caractères, principalement. Encodées, donc là, c'est un exemple très simple. Hein. Les algos d'encodage-compression, vous en avez 4 principaux. Si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, il y a une excellente session que Hugo Cornelis donne. Il l'a donnée au SQL Saturdays en décembre, où il explique les 4 principaux modes d'encodage-compression, de manière assez simple d'ailleurs. Mais là, malheureusement, dans le temps imparti, on ne va pas avoir le temps de vous les présenter. À la fin du slide, vous avez des ressources et il y a le lien vers cette session. Je vous encourage vraiment à aller regarder. Donc, première étape, j'extrais les valeurs distinctes, je les encode, je leur associe un ID. Deuxième étape, je vais aller restituer l'information finalement qui est dans ma table de fait, c'est-à-dire qu'à la commande SO 1510, je vais associer le vélo. Alors là, la manière de faire a été, encore une fois, ce n'est pas toujours les mêmes algos d'encodage-compression qui sont utilisés. Là, on a tout simplement associé à l'ID vélo 1 la redondance d'informations ligne à ligne que l'on va trouver dans la table de fait. Donc si on lit cette table, pour la première ligne, j'associe le vélo. Pour la deuxième ligne, j'associe une fois la fourche. Et pour les 3 prochaines lignes, je sais que c'est du vélo. Donc c'est un mode de compression, encore une fois, qui n'est pas toujours utilisé. Ça, c'est le moteur Xvelocity qui le décide pour vous. Vous n'avez pas trop la main dessus. Mais on se rend bien compte qu'avec ce mode de compression, on passe de 2, 4, 6, 8, 10 lignes à 2, 4, 6 lignes. Et en plus, on se dédouane complètement de l'utilisation de string et on est sur de l'entier. Donc, je dirais de manière très schématique, voilà le principe de fonctionnement du column store index. Il y a 2 principaux types d'objets dans le column store index. Vous en avez l'illustration à droite, les dictionnaires et les structures de données. Le dictionnaire, c'est cet élément qui va vous permettre de référencer la valeur initiale à la valeur encodée. C'est la petite zone rouge que vous avez en haut. La structure de données, c'est ce qui va vous permettre de reconstruire votre table telle qu'elle existe si elle avait été stockée en ligne. Dans cette structure de données, il y a 2 éléments qui permettent de la segmenter. Premièrement, la partition. Je ne vais pas m'épancher dessus, c'est la même chose que le partitionnement classique que vous connaissez sur SQL Server. La deuxième structure, c'est les segments. Et ça, c'est une spécificité de Xvelocity. On a le même principe sur Tabular. Le segment va nous permettre tout simplement de segmenter notre fichier de données. Alors pourquoi segmenter le fichier de données? 2 aspects. 1 pour la construction de l'index, 2 pour la résolution de vos requêtes. Premier aspect, construction de l'index. Il faut savoir que chaque segment de données va stocker entre 100 000 et 1 million de lignes. Ça, c'est défini au niveau moteur. Je sais qu'on a la main dessus sur Tabular, je ne suis pas sûr qu'on l'ait sur SQL Server. Donc, chaque segment va stocker entre 100 000 et 1 million de lignes. Il faut savoir qu'à la construction de l'index, un segment va être alimenté et géré par un thread. Donc, si vous avez 8 threads, c'est le cas de notre machine, vous allez alimenter 8 segments en parallèle. Ce qui est quand même plus sexy que d'alimenter un segment monolithique qui contient toutes les lignes. Donc, premier aspect, on parallélise la construction de l'index. Deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle le segment elimination, c'est quand on va aller requêter cette structure de données, avoir la capacité d'aller sélectionner les segments où se trouve l'information que ma requête doit renvoyer. Pour ce faire, SSAS, lapsus révélateur, SQL Server utilise à la fois le dictionnaire et ce qu'on appelle le directory. Ces 2 structures vont nous permettre de stocker un certain nombre de métadatas sur vos segments. La métadata la plus intéressante, c'est par exemple, là je suis sur ma colonne nom de produit, donc dans ma structure de données, je vais stocker des 1, 2, 3. Une métadata intéressante, ce serait de dire, mon segment 1, sa min value pour l'ID du produit c'est 1, sa max value c'est 1. Donc je sais que dans mon segment 1, je vais m'intéresser et je ne vais stocker que des produits de type vélo. Si ma requête cherche à calculer le chiffre d'affaires sur les fourches, automatiquement, rien que par la lecture des métadatas, donc ce qui est stocké au niveau directory, le moteur sait que le segment 1 ne l'intéresse pas pour les retrouver de l'info. C'est ce qu'on appelle le segment elimination. Bon, voilà sur le fonctionnement des segments. Donc les segments, les dictionnaires, structure importante. Le directory, on en a parlé un petit peu, ce qui permet de stocker les métadatas. Les dictionnaires secondaires, donc ça c'est une nouveauté de 2014, ça n'existait pas sur la version 2012 du Column Store Index. C'est des dictionnaires qui vont être utilisés principalement, premièrement, pour ne pas avoir à surcharger les dictionnaires principaux, parce qu'il faut que l'accès soit rapide. C'est les premières structures qu'on va aller lire avec le directory. Et deuxièmement, ce sont des dictionnaires surtout associés aux strings, et aux strings complexes dont le nombre de valeurs redondantes est faible, donc avec une cardinalité élevée. Donc les dictionnaires secondaires, eux, ne sont pas associés à une colonne. Généralement, on a un dictionnaire par colonne. Les dictionnaires sont, au sein d'une colonne, associés à 0 ou n segments. Ça dépend vraiment du type de données. Encore une fois, je ne pense pas qu'on ait la main dessus, c'est le moteur qui règle ça en fonction de ses besoins, en fonction du type de données et de la nature des données. Les dictionnaires ne sont pas obligatoires, principaux je parle. On peut se retrouver avec un type de données qui n'a pas besoin d'être encodé. Là, intuitivement, si vous commencez à réfléchir, vous dites, effectivement, les colonnes de type identity,
un int auto-incrémenté, je n'ai pas besoin d'aller l'encoder, je vais aller stocker directement la valeur dans ma structure de données. Donc généralement, les dictionnaires ne sont pas présents sur les colonnes de type int à forte cardinalité. Autre élément, on en parlera un petit peu, le delta store, c'est une nouveauté aussi de 2014, c'est ce qui va permettre de mettre à jour vos index. Parce que, j'en ai pas encore parlé, mais l'une des grosses différences entre la version 2012 et 2014 du column store index, c'est la possibilité d'insérer, de mettre à jour et de supprimer des lignes. On en reparlera tout à l'heure. Alors, pour aller un peu plus loin je dirais pour commencer à faire un peu d'optim sur votre column store index, on se rend bien compte que dans notre table de faits à droite, si jamais on avait eu plutôt ça, c'est-à-dire trier sur le nom du produit, au final, dans ma structure de données, je me retrouve avec ça. Là, ça permet de gagner un petit peu de compression. Alors ça, par contre, j'ai trouvé aucune doc là-dessus, c'est basé sur mes tests. Il était dit sur la version 2012, donc votre non-cluster index CSI, qu'il valait mieux trier les données suivant la colonne qui avait la plus petite cardinalité et de faire ça de manière croissante. Parce qu'il faut savoir que même si on parle d'index clustered CSI en 2014, clustered ne veut pas dire trier. Il ne faut pas faire l'amalgame. Sur les tests de 2014, j'ai remarqué que quand même, le cluster est arrivé à réarranger un petit peu les données de manière à obtenir un taux de compression pas optimal, mais bien meilleur qu'il l'était si les données étaient éparses. Donc je n'ai pas réussi à trouver de doc chez MS ou chez d'autres personnes qui arrivaient à démontrer ce point-là. Je l'ai observé. Reste à savoir si c'est une loi qui est universelle ou si ça s'appliquait uniquement à notre jeu de données. Donc, les éléments importants du clustered, du column store index 2014. Premièrement, vous avez la possibilité de l'avoir clustered, c'est-à-dire que vous allez organiser physiquement vos données sur le disque de votre table en colonnes. Vous n'êtes plus obligé de passer par un nom de clustered index. Il existe toujours. Ce clustered index est accessible en lecture-écriture. Pas le nom de cluster. Celui-là reste uniquement read-only. Vos structures column store sont stockées. Oui, c'est vrai que je regarde là. Mais vos structures column store sont stockées sur des blobs, via des blobs. Le segment elimination, on en a parlé, cette petite technique qui permet d'améliorer grandement les perfs. Alors le batch mode, je l'ai mis. C'est plus pour que vous puissiez faire de la veille de votre côté. Il faudrait faire une session de presque 1 heure sur le batch mode. C'est je dirais même l'un des principaux apports du column store index. Cette capacité d'aller chercher sur le disque, non pas d'être ligne à ligne, comme le fait classiquement le moteur SQL, mais d'être groupe de ligne par groupe de lignes. Alors, les divers tests parlent des batchs de 800 à 1000 lignes, c'est-à-dire que une grosse partie des opérateurs de vos plans d'exécution ne vont plus aller chercher les données ligne à ligne, mais bloc par bloc. On se rend bien compte qu'en termes d'IO et en termes de remontée d'infos, c'est beaucoup plus rapide. Alors, il y a plein de choses à dire sur le batch mode. Je dirais que quand on commence à jouer un peu avec les plans d'exécution sur nos requêtes qui se basent sur des tables de column store, on cherche sur chacun des opérateurs, pour ceux qu'on joue un petit peu avec, à être en batch mode. Vous avez batch mode, row mode. L'une des principales possibilités d'optimisation, c'est d'être en batch mode sur tous les opérateurs de votre plan d'exécution. L'apport de 2014, c'est qu'il permet également, il donne la possibilité au batch mode de gérer plus d'opérateurs d'exécution de vos requêtes que le faisait le column store sur 2012. Pour ceux qui ont joué un petit peu avec le column store sur 2012, je ne sais pas si vous avez voulu faire une somme de votre chiffre d'affaires sur toute votre table, mais vous étiez obligé de truquer un petit peu le truc en passant par une CTE avec un groupe by fictif et d'utiliser cette CTE et de faire une somme sur le résultat de la CTE. C'est ce qui forçait le batch mode. En 2014, c'est géré un peu plus nativement. Et la compression archive, alors ça c'est une option qui est donnée pour le clustered column store. Ça vous permet d'avoir un taux de compression plus important. En général, c'est mesuré entre 33 et 66% par rapport au column store classique. L'intérêt, c'est pour vos partitions, ça s'applique à une partition ou une table. L'intérêt, c'est pour vos partitions historiques. Avantage, vous réduisez l'espace disque. Inconvénient, c'est que vous avez un overhead sur le processeur quand vous allez aller lire vos données. Mais généralement, vos utilisateurs utilisent moins cette partie de données-là. La mise à jour des données. Je ne sais pas trop la boire. Mise à jour des données. Alors ça, c'est l'autre gros apport de 2014. On va expliquer rapidement comment ça se passe. Donc imaginez que vous ayez des ordres insert et delete. Alors j'ai pris que ces deux ordres-là parce que finalement, le merge et l'update sont une combinaison de ces deux-là. Un update, c'est un insert et un delete. Et un merge, c'est une combinaison des trois autres. Donc l'insert et le delete. Je souhaite insérer des données dans ma table structurée comme un clustered column store. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pour chacune des lignes que je souhaite insérer, mon moteur va aller prendre la ligne, l'encoder, la compresser et l'insérer dans un segment?
Non, parce qu'on imagine très bien que l'overhead sur chaque opération d'insertion va être important. Donc plutôt que de le faire comme ça, mon insert, il va aller le stocker dans une structure B-tree classique, ce qu'on appelle le delta store. Donc à chaque fois que je vais avoir des inserts, il va le stocker dans cette structure. Une fois qu'il arrive à un certain nombre de lignes, donc je vous rappelle qu'un segment est compris entre 100 000 et 1 million de lignes, donc une fois qu'il dépasse les 102 000 lignes, il y a un process qui va tourner assez régulièrement, qui va aller vérifier le nombre de lignes, le tuple mover. Le tuple mover, lui, va se charger d'aller récupérer l'info, l'encoder, la compresser et créer un nouveau segment. Et ça, il ne le fera pas tant qu'il n'y a pas le minimum de lignes dans le delta store. Alors vous avez des delta stores, vous en avez 1 à n par colonne, enfin 0 à n, hein, si vous ne faites pas d'insertion, vous n'en avez pas. Donc ça, c'est pour l'insertion. Pour la suppression, même chose. Plutôt que d'aller lire tout le segment, le décoder, supprimer la ligne, le recompresser et le restocker sous forme de segment dans mon column store, on va juste aller flaguer une structure, donc bitmap, B-tree, donc ça dépend si vous êtes en mémoire ou sur le disque. On va aller flaguer les lignes via leur row ID. Donc vous n'avez pas la main sur le row ID, c'est géré par la structure column store. On va aller flaguer les row ID des lignes de mes segments qui sont à supprimer. Et donc l'update et le merge sont une combinaison de tout ça. On se rend bien compte qu'avec ces deux nouvelles structures, le delete store et le delta store, qu'au fur et à mesure de la vie de notre column store, on va avoir un gap de performance. Parce que le moteur ne va plus devoir aller scanner les segments, mais il va devoir aller scanner des structures B-tree, ce qu'on voulait éviter à la base. Le column store, il est fait pour éviter de stocker en ligne. Pour pallier à ça, il n'y a qu'une seule méthode, c'est de faire un rebuild de votre index. Le rebuild va permettre d'aller va forcer le moteur à aller lire dans le delta store et à créer les nouveaux segments, et il va aller effectivement reconstruire les segments pour lesquels des lignes avaient été supprimées. L'intérêt n'étant pas de faire un rebuild de tout votre index, donc pensez à le partitionner. Alors, quelques petites requêtes SQL quand même. Ça ? Donc même si on s'est sévèrement pris la tête pour obtenir une base Wikipédia, une démo ne serait pas une démo sans Contoso ou AdventureWorks. Donc on s'est basé sur Contoso. Je ne veux pas dire que les données qu'on a ramenées étaient pourries, mais je préférais avoir quelque chose qui vous parle plutôt que des pages et des users. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une table qui va aller extraire toutes les lignes de Fact Online Sales. Alors je vais d'abord la supprimer parce que je pense que je l'avais créée. Donc je vais recréer ma table. Donc le row number, ça permet juste, over order by new ID, c'est juste pour générer un ID qui soit auto-incrémenté, pour vous montrer l'impact sur le dictionnaire. Donc là, je suis en train de créer ma table, je crois qu'il y a à peu près 12 millions de lignes. On va voir l'espace qu'elle occupe par la suite. C'est pas censé prendre tant de temps. Voilà. Donc l'espace occupé par ma table. On va le prendre pour aller calculer le ratio par la suite. Donc là, je suis sur une structure classique. Hein. Je suis même sur une structure heap. Je n'ai pas d'index cluster. Je n'ai pas de compression par page ou par ligne. Sur cette table, je vais aller y créer un index cluster. Donc créer un clustered column store index. Le clustered column store index prend par défaut toutes les colonnes de votre table. Et il y a certains types de données qui ne le supportent pas. Il ne supporte pas les FK, il ne supporte pas les autres index. Donc il est assez restrictif, mais on peut bien lui donner ça en comparaison des performances qu'il permet d'avoir. Bien évidemment, je vous expliquais tout à l'heure qu'il maximisait l'utilisation du CPU parce que vous avez un thread par segment. Il n'est pas rare, bon, je l'ai lancé un peu trop tard, mais le pic à 100%, il a duré quelques secondes, tout le temps de la construction de l'index quasiment. Donc là, j'ai créé un column store index cluster sur ma table. Je vais aller retourner voir l'espace qu'elle prend. Et entre les deux, j'ai un ratio de 17. Donc déjà, ça permet de gagner en termes d'espace disque, ce qui n'est pas négligeable. Donc là, je viens de créer mon column store index. Cet exemple-là, je ne veux pas le faire tourner parce que je pense que sinon on va moquer de temps. L'intérêt, c'est de positionner un max d'op. Alors c'était pour vous montrer une chose. Premièrement, que
le nombre de threads que vous avez de disponibles pour la construction de votre index joue sur la distribution des données dans les segments. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ici, vous avez trois, j'ai appelé ça des DMV, mais ce n'est pas vraiment des DMV, plus des tab systèmes. Vous avez 3 tab systèmes qui vont vous retourner un certain nombre de métadatas sur vos index. Le premier, le column store segment, ça va vous retourner, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les éléments de la structure qu'on avait appelée directory. Donc là, je me retrouve avec un colonne ID. D'ailleurs, je vais lancer l'autre parce qu'il y a le nom des colonnes, c'est quand même plus sympa. Donc là, vous avez le nom de vos colonnes. Donc l'ID, c'est celui que j'ai généré, hein, l'identity fictif. Online CS key, promotion name et product name. Associé à ça, vous avez un segment ID. On voit qu'il a créé 16 segments pour la colonne ID. Donc si vous avez compris ou si j'étais assez clair sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on s'attend logiquement pour chaque colonne à retrouver 16 segments. Ça va, on est plutôt bon là-dessus. Donc j'ai mon nombre de segments par colonne, j'ai le nombre de lignes, ça c'est important, j'ai le nombre de lignes par segment. Vous voyez que pour les premiers segments, pour les 8 premiers, il est d'1 400 000, ce qui est égal à 2 puissance 20, c'est le nombre de lignes maximum par segment. Alors, si on regarde sur les 8 premiers segments, on voit qu'il est maximal, et on voit qu'il n'est pas maximal sur les 8 autres. Pourquoi? Tout simplement, j'ai 12 millions de lignes, donc sur les 8 premiers segments, il a pu gérer les 8 premiers millions de lignes. Par contre, sur les 8 threads lancés par la suite, il n'a plus que 4 millions de lignes à se partager. Donc le fait de lancer avec un max-dop à 0 la création de votre index, forcément, sur les derniers segments, le nombre total de lignes ne sera pas égal au maximum. Qu'est-ce que ça a comme impact? Eh bien, ça peut augmenter artificiellement votre nombre de segments. Qui dit augmenter artificiellement le nombre de segments, dit disperser les métadatas, augmenter la taille des fichiers sur le disque et obliger SQL Server à aller lire plus de structures de données. Donc, pour pallier à ça, vous avez l'option maxdop 1 où en fait, je dis à SQL Server, pour construire l'index, tu n'utilises qu'un thread. Gros avantage, c'est que vous allez avoir strictement jusqu'à la n-1e partition le nombre maximum de lignes. Donc, vous allez réduire votre nombre de segments, pardon, pas de partition, de segments. Et sur le dernier segment, vous aurez les lignes qui restent. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que vous allez mettre un sacré paquet de temps pour construire votre index. Donc le maxdop, un peu à la manière dont on processe nos cubes sur SQL Server, sur SSAS, et la stratégie qu'on veut y appliquer, c'est soit on privilégie une structure de données propre, mais un temps de construction important, relativement important, soit on souhaite aller vite, et on a quelque chose qui est, je dirais, avec une distribution de données non homogène. Bon, on peut par la suite se permettre de faire un rebuild le week-end pour avoir des segments complets. Donc voilà, donc ça c'est la première petite table système. La deuxième, elle vous donne les dictionnaires. Donc, pour rappel, j'ai 4 colonnes, je crois. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 colonnes, je n'ai que 2 dictionnaires de construits. J'ai des dictionnaires pour les colonnes promotion name et product name. Pourquoi? Parce que ce sont des chaînes de caractères. Les 2 autres colonnes, ce sont des entiers auto-incrémentés. Il n'a pas besoin de construire de dictionnaire, je vous l'avais dit tout à l'heure. Il va aller référencer directement la donnée de l'online sales key ou de l'ID que j'ai créé dans la structure de données et pas dans un dictionnaire. Donc ça, ce sont des dictionnaires primaires. On les retrouve ici. Hein, si on utilise la troisième table système qui me donne les regroupes. Non, c'était sur celui d'avant, sur le directory. Ah, vous l'avez là. Primary dictionary, secondary dictionary. Pour les 2 premières, vous avez un -1, vous n'en avez aucun. Et pour les 2 autres, vous avez un primary dictionary qui a un ID de 0. J'avais une autre démo, mais pareil, je n'aurai pas le temps de la faire, où en fait, je construisais une chaîne de caractères dégueulasse, mais je voulais la rendre unique pour toutes les lignes. Et là, on se serait rendu compte qu'il aurait créé, premièrement, un dictionnaire primaire et des dictionnaires secondaires, ce qui allait considérablement accroître la taille de notre cluster d'index sur le disque. Mais si je lance cette requête, il y en a pour 2 bonnes minutes. Ça va être délicat vu qu'on a déjà pris un peu de retard. Donc voilà pour, je dirais, l'organisation sur le disque assez rapidement du cluster d'index. Une autre petite démo, c'est sur l'insert. Vous montrer comment fonctionne l'insert. Je le fais avec 300 000 lignes, on va le faire avec 15 000 lignes. Premièrement, pour vous prouver que ça fonctionne, qu'on peut effectivement écrire dans une structure en CSI. Et deuxièmement, pour aller voir ce qui se passe au niveau de nos segments. Voilà. Donc je me retrouve avec des segments qui ont été rajoutés. Vous voyez le chiffre 15 000. Bon, heureusement, j'ai 15 000 lignes par colonne, ce qui rend un petit peu compréhensible la structure d'une table. Et on a un ID au niveau du Delta Store. Tout simplement parce qu'à ce moment-là,
étant donné que je n'avais pas le nombre de lignes minimales requis pour aller écrire dans un segment, est-ce que le serveur l'a écrit dans ma structure bitry delta store? Pour aller créer ce segment, j'ai deux possibilités. Soit je fais un insert de 85 000 pour aller à 100 000, soit je fais un rebuild de mon index. Donc là, il est en train de travailler un petit peu. Ça ne dure pas très long, hein, il est assez rapide. La table fait que 12 millions de lignes, mais c'est quand même relativement rapide. Surtout qu'on est sur une machine où il y a 2 instances AS, qui doivent quand même consommer pas mal. Donc là, il a recréé mon index. Je vais retourner voir au niveau de mes segments, et tout est en state compress, c'est-à-dire qu'il a tout intégré dans un segment. Donc voilà quelques, je dirais, rapides notions sur comment fonctionne le column store index, quelques démos, comment on le crée, c'est très simple, c'est comme un index classique. Jouer sur le maxdop, les 3 tables qui vous permettent d'aller exploiter les métadatas et d'avoir une idée de la performance de vos index. Moi, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai déjà été bien bavard. Donc voilà, maintenant on va passer à, je dirais, le cœur de la session, le roll-up. Bon, j'espère que vous n'êtes pas démoralisé par la présentation du column store index. C'est un peu plein de chiffres, plein de requêtes, mais vous comprenez mieux la répartition par segment, en tout cas j'espère, la compression et les nouveautés de 2014 sur cette partie-là. Sachant que c'est filmé, vous pourrez faire pause chez vous. Pour voir les requêtes, pour voir les résultats, pour voir si on n'a pas menti. Donc, du coup, on a des tables maintenant qui sont posées avec des column store index clustered. Quel est l'intérêt du roll-up là-dessus? C'est que vu qu'il est possible maintenant d'écrire dans mes column store index clustered, on va pouvoir faire du temps réel. On va pouvoir venir rajouter des lignes dans notre data warehouse au fil de l'eau et éventuellement accéder directement à ces données depuis notre couche OLAP. Ça a plusieurs gains, c'est que vous n'allez pas bouger 2 fois la donnée, déjà. Vous n'allez pas la récupérer de vos données sources, de vos applicatifs, les stocker sur disque, prendre 3 téraoctets de données et ensuite les monter dans l'instance, dans votre cube MOLAP, restocker 1 ou 2 téraoctets de données. Vous allez pouvoir les stocker qu'une fois, les bouger qu'une fois. En temps de traitement, vous êtes grandement gagnant. Donc ça, c'est la partie roll-up que vous connaissez bien. Et vous allez pouvoir faire un partitionnement côté SQL uniquement, ce qui va vous permettre d'éviter de créer les partitions côté Analysis Services, étant donné que c'est le moteur SQL, au moment de la requête, le roll-up, je vous le rappelle, hein, des fois que ça n'avait pas été clair, le roll-up, vous allez avoir des requêtes SQL qui sont lancées à la demande quand vous allez naviguer dans votre cube pour aller interroger votre data warehouse directement. Vous n'allez plus passer par une couche d'agrégation qui était votre MOLAP dans vos modèles existants. Donc là, c'est le moteur SQL qui va décider dans quelle partition SQL j'ai besoin d'aller taper. Petite chose dont Patrice n'a pas beaucoup parlé, on a constaté un effet de bord sur le partitionnement côté SQL sur les column store index, c'est que, étant donné que le nombre de segments présents est par partition, si vous faites des partitions sur du column store index, il faudra faire attention, si vous n'avez pas suffisamment de lignes par partition, vous allez fragmenter vos index column store. Vous allez créer beaucoup plus de segments par partition, et donc du coup, vous allez avoir des temps d'accès plus longs que si vous n'étiez pas partitionné. Bon. Ouais, je ne suis pas sûr que ça ait été très clair. Donc, nous, on a fait notre roll-up, facile, options, hop, on change les options de stockage de nos groupes de mesures, on les a passés en roll-up, on a mis du column store index sur nos tables, et là, c'est bien, tout est bien merveilleux. Bon, il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Par défaut, on va avoir, si vous partez sur un data warehouse qui aurait été mal construit, par exemple, des problèmes de performance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier, pour résoudre certains de ces problèmes? Déjà, faire attention au type de données. Vous étiez en MOLAP, vous aviez fait votre data warehouse, il y a des prestataires comme moi qui sont venus et qui ont fait n'importe quoi. Ils ont mis du numérique dans la table de fait pour les identities, pour les entiers, et des ints pour stocker les clés primaires de vos dimensions. Vous allez faire une jointure entre int et numérique. Avant, ce n'était pas grave. Le seul problème de performance que vous rencontriez, c'était au moment du processing. Maintenant, à chaque fois que vous allez faire une requête MDX ou DAX, vous allez taper dans votre moteur SQL. Vous allez vous prendre des secondes d'écart pour rien. D'ailleurs, on le voit très bien, j'ai fait ça sur moi j'ai fait ça sur Wikipédia, pas sur Contoso. Et du coup, on voit que j'ai 24 secondes d'écart, j'ai 24 secondes pour entier-entier,
sur ma jointure, requête simple, et sur mon numérique int, j'ai 34 secondes. On n'est quand même pas sur des choses complètement absurdes. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous ont peut-être participé aux sessions des barbus du SQL, où on parle plus de plans d'exécution, de type de jointure, par exemple. Donc là, c'est un peu cette histoire-là. Avant de lancer une requête SQL, on a une estimation du coût de cette requête. Cette estimation, elle est basée sur les statistiques, elle est effectuée par le cost estimator. Vous voyez, là, sur mon int, le nombre de lignes estimées est plus ou moins le même que mon nombre de lignes à l'exécution. Vous voyez, le nombre actuel, là, c'est le plan d'exécution que j'obtiens à partir du plan d'exécution réel. Donc, j'ai un écart pas très élevé. Par contre, sur mon numérique int, vous le voyez, j'ai un écart qui est beaucoup plus grand. Il a largement sous-estimé le nombre de lignes qu'il allait rencontrer. Moralité, au lancement de la requête, il a alloué un certain nombre de mémoire, il a alloué, je ne sais pas, 15 mégaoctets, et il en a consommé 30. Qu'est-ce que fait SQL Server? Il augmente la mémoire. Non, pas possible, il ne peut pas faire ça. Il a alloué au départ, il va du coup descendre notre requête. Pour le coup, on a en plus un hash match. Donc un hash match, pour ceux qui ne le sauraient pas, on a une table, la plus grosse table qui reste sur le disque et qui est hachée, et on a la plus petite table qui monte en mémoire. Là, imaginons qu'il ait descendu la table sur le disque en TomDB pour effectuer sa jointure, on perd énormément de performance. On a le temps de redescendre, le temps de remonter, relire certaines données, c'est beaucoup plus lent. Donc tout ça avec juste un changement de type de données, on a un overhead CPU qui est induit par l'autoconversion, la conversion implicite du moteur pour les types, et on a en plus de ça des mauvaises perfs parce que potentiellement il a fait une action qu'on appelle le spill, il a spill on the TomDB, c'est ce qu'on a dans notre petit warning, c'est pour ça qu'on a un petit warning ici. C'est quelque chose qu'on peut identifier en exécutant nos requêtes par la suite, de voir que j'ai du spill, il n'a pas eu assez de mémoire pour finir sa requête, il a dû la descendre en TomDB. Donc là, on devra prendre les actions qui s'imposent, soit ça viendra de nos mauvaises, ça peut venir de plusieurs choses. Première, mauvaise statistique. Donc il y avait une session sur les statistiques, je ne sais pas si elle est passée ou pas encore. Juste avant, voilà, pour ceux qui sont allés, ils sont au top. Donc là, ils savent exactement ce qu'il faut qu'ils fassent. Donc on peut faire un update statistique, on peut mettre en place des choses un peu plus évoluées. Ou alors, dans mon cas, pourquoi j'avais un spill? Donc j'en avais un potentiellement parce que mes types de données n'étaient pas bons, certainement. Et j'en avais un parce que, tout simplement, mon nombre de lignes à monter en mémoire ne tenait pas en mémoire. Vous n'avez pas assez de mémoire sur votre serveur, dans SQL Server. Il est obligé de redescendre votre dimension qui était montée en mémoire pour faire la jointure sur le disque. Moralité, vous vous retrouvez à descendre en disque. Là, j'ai réduit mon nombre de lignes et j'ai plus de spill. Vous allez me dire comment je règle ça dans Analysis Services pour éviter que le rollup spill. Eh ben, vous rajoutez de la RAM sur votre serveur, par exemple. C'est déjà bien de savoir qu'on n'a pas assez de RAM pour exécuter certaines requêtes. Et sinon, vous diminuez la taille de vos dimensions. Des super conseils. Sinon, vous avez aussi une option pour optimiser, pour être sûr qu'SQL Server prenne les bonnes décisions. Ce serait de créer des statistiques qui corrèlent vos colonnes. Par défaut, les statistiques, le cost estimator, ne connaît pas les liaisons entre vos différentes colonnes. Il sait à peu près combien vous avez de valeurs dans chaque colonne. Et vous, ce qui va vous intéresser, c'est de lui dire, bon, bah écoute, dans ma DIM client, j'ai une relation entre le chiffre d'affaires et utiliser SQL, ça va me sortir mes clients qui m'intéressent. Donc d'ailleurs, j'ai ma carte de visite, si vous remplissez ces critères, vous pouvez nous appeler. Donc vous allez créer une statistique qui va dire au moteur SQL, je sors souvent mes clients intéressants, apprends de moi, j'aide SQL Server, et sache que tu vas me sortir des informations de nombre de lignes, des informations de statistiques pour ces cas-là. Donc je crée un ensemble de données que je vais être amené à interroger souvent, et ça peut faire gagner des performances. Donc, autre option, vous êtes au bout du rouleau, vous avez vos requêtes qui n'utilisent pas, vous avez vu, on a utilisé là, ici, sur les deux exemples, j'ai un hash match. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde du data warehousing, vous faites des cubolaps, vous avez une table de faits et vous avez des dimensions. C'est clairement le cas d'utilisation du hash match, une grosse table et des petites tables. Donc des tables que vous allez pouvoir monter en mémoire simplement et une grosse table de faits que vous allez laisser sur le disque. Ça vous va très bien en termes de performance, c'est ce que vous voudriez voir partout. Enfin, dans la majorité des cas. Donc du coup, imaginons que je prenne cette requête qui m'a été générée par Analysis Services. Là, on reconnaît bien le rollup. Grosse requête dégueulasse, on ne comprend rien. C'est du rollup. Donc,
on a eu une génération d'une requête pour une demande que je lui ai faite, qui contient des paramètres. Et si je l'exécute, hop, je vais monter la fenêtre de résultat. Donc je rame un petit peu, hein, ça prend 13 secondes. Normalement, on va voir si le serveur a supporté le voyage. Pas trop. Si, 15 secondes. Et j'ai mis 15 secondes. Bon, vous me direz, c'est acceptable, enfin ça dépend pour qui. J'ai 15 secondes, et qu'est-ce qui me cause ces 15 secondes? C'est qu'en effet, j'ai un hash match, par contre, j'ai une nested loop. Nested loop, c'est un composant qui, sur du column store index, va faire du row by row. Si je regarde ici, dans mon plan d'exécution, vous le voyez ici, dans l'execution mode, row. Row, c'est lent. Row, on va prendre ligne par ligne et on va comparer. Si je prends le hash match qui est ici, je suis en batch. Batch, c'est ce qu'on veut. Moi, je veux du hash join avec des batchs. Comme ça, il monte des paquets de lignes, il me compare les paquets de lignes. Alors là, je suis au taquet de ma performance column store index. Donc, ce que je vais pouvoir faire, et attention, parce que c'est pas forcément conseillé par Microsoft. C'est même pas supporté du tout. Ouais, donc vous allez un peu perdre votre support si vous utilisez ça. Donc, enfin, pour le faire dans SSMS, ça va, mais je vais vous expliquer comment le modifier dans Analysis Services après. Donc, c'est là que c'est un peu moins supporté. Vous avez vu la différence de temps, j'ai mis 5 secondes. Il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être avoir pensé que j'étais en cache. Hein, je suis sûr qu'il y en a qui ont eu l'esprit mal placé. Donc, je vais relancer la précédente requête. Pour ceux qui ont pensé ça, ils nous ont fait perdre 15 secondes, hein, je tiens à le dire. Vous voyez déjà que ça prend plus que 3 secondes. Hein, pour le coup, on en est déjà à 12, 13, 14, 15, voilà. On a gagné 1 seconde sur le cache. Hop, je relance mon autre requête avec mon option hashjoin. J'ai pris 2 secondes ce coup-ci. Et si je regarde mon execution plan, j'ai plus de nested loop. Je suis bien passé par un hash match. C'est bien. Là, moi, ça me va. Dans mon monde du data warehouse, ça me va. Vous allez me dire, oui, mais par contre, comment est-ce que je fais pour modifier ça sur mon SSAS? C'est très simple. On va aller dans le dossier des cartouches qui sont utilisées par Analysis Services. Donc, vous le voyez ici, c'est les fichiers de configuration, des fichiers XML qui vont permettre à Analysis Services de faire la traduction de votre requête MDX en SQL. C'est rarement conseillé de modifier des choses là-dedans, à moins que vous ayez une cartouche, un système qui ne serait pas supporté par défaut, que vous vouliez développer votre propre cartouche. Mais nous, on va le faire parce qu'on est des fous. Et donc, ce que vous pourriez faire, c'est modifier la zone que vous avez. J'aurais dû regarder sur mon écran. Ici, j'étais dessus. Vous voyez, là, sur la ligne 12, j'ai post-select query int. Je peux rajouter ici mon option hashjoin. Ça va me permettre de forcer le moteur. Je ne vous dis pas de le faire. Je n'ai pas dit ça. Ce que je vous dis, c'est que si vous étiez bloqué et que vous tentiez ça sur un test et que vous gagniez autant de différence, là on est passé de 3 secondes, de 17 secondes à 3 secondes sur toutes vos requêtes, ça vaut peut-être le coup de connaître l'astuce. C'est pas cher, c'est facile à modifier. Puis bon, en plus, il y a écrit dans l'aide au-dessus que c'est custom paramétrisation for customers. C'est nous, donc ça tombe bien. Je me demande pourquoi c'est pas supporté. Donc voilà, vous pouvez modifier ce fichier-là. Ensuite, vos requêtes SQL qui seront générées par Analysis Services vont utiliser ces paramètres-là. Donc ça, c'est un axe d'optimisation aussi. Et enfin, pas le moindre, mais un des plus intéressants qui va vous expliquer par Patrice, une façon d'optimiser vos many-to-many. Alors l'idée, en fait, ce qui est coûteux dans une many-to-many sur AS, c'est le nombre de lignes sur votre factless, enfin, qui est généralement une factless, mais pas toujours, entre votre dimension et votre table de fait. Donc ici, c'est factpage. Factpage, elle associe npage à n catégorie. Si je souhaite compter le nombre de révisions par catégorie, j'utilise ma many-to-many. Une technique d'optimisation qui a été expliquée par Alberto Ferrari et Marco Russo, qui étaient là ce matin, c'est de construire une matrice qui va nous permettre de définir tous les différents templates de catégories que j'associe à des pages. Là, on voit que ma page 1 et ma page 3 sont associées au même template de catégorie. Je vais aller récupérer ces templates, y associer un ID, je vais faire la même chose pour l'autre. Finalement, je me retrouve avec une table qu'on pourra appeler dimmatrix, qui va contenir, sous forme de chaîne de caractères, la liste de mes catégories et un ID de matrice associée.
Pour la construction de ma many-to-many, finalement, je passe de 3, 6, 8 lignes à 3 lignes, parce que finalement, au lieu d'aller associer à une page n catégories, je vais aller associer à une page une matrice, et une matrice qui référence n catégories. Alors ça a été... Alors, il faut faire attention, hein, si votre cardinalité de template elle est quasiment égale à la cardinalité de votre table de many-to-many, vous n'allez avoir aucune optime. Pour l'avoir mis en place chez un client, quand on avait découvert ça, on était tout fou avec mon collègue. On l'a testé, on a passé une demi-journée à le mettre en place et il n'y avait aucun gain. Tout simplement parce que la volumétrie était trop faible. On verra quand on passera à quelques milliards de lignes, mais on n'y est pas encore. Là, sur 250 millions de lignes, finalement on obtient ça hein, comme schéma. Vous n'avez plus la fac page au milieu, mais vous avez la fac catégorie matrix qui va venir faire la jointure sous forme de many-to-many avec la fac révision page. Là, les gains, on va les voir après, c'est dans la conclusion, mais les gains sont relativement importants, tout simplement parce que je passe, c'est quoi, 20 millions de lignes dans la many-to-many de 20 à 10 en gros, je divise par 2. Donc ça, c'est une technique d'optimisation qu'il y a à mettre en place quand on peut la mettre en place, il faut bien la tester avant. Et on l'a mis en place, nous, sur le relap, parce qu'on avait des problèmes avec la many-to-many. Vient le temps de la comparaison des perfs. Alors, on a monté 3 bases AS, une en full relap. Bon, on s'est vite rendu compte que sur les grosses dimensions, ça ne marchait pas. Il y a tout un tas de bugs. Il arrive à trouver des valeurs non distinctes alors que toutes les lignes sont distinctes dans mes dimensions. Donc là, il faut passer en ignore error sur les duplicate keys, donc c'est absolument dégueulasse. Des fois, il ne processe même pas. Il ne va même pas jusqu'au bout. Ce n'est pas un problème de serveur. Hein, je ne sais absolument pas ce qui se passe. Donc sur la structure full relap, ça ne marche pas. Du coup, on est resté en relap sur l'étape de fait et les dimensions en molap. Donc ça, c'est la première archi. Deuxième archi, du full molap. Troisième archi, du tabular. On a pris 3 requêtes très simples. De toute façon, on n'est pas capable d'en écrire des plus complexes. Je fais un count de mes révisions par an. J'utilise ma many-to-many. Je fais un count de mes révisions par catégorie. Et puis là, on a inséré un petit cross-join avec un slice. Alors, attention sur l'interprétation de cette slide. Premièrement, il y a un code couleur à déchiffrer. La légende de vos graphiques, elle est dans la colonne de droite du tableau. Donc, les temps de réponse sont en millisecondes. Pour le relap, ce sera ce qui est tout à gauche. Pour le molap, ce qui est au milieu. Et pour le tabular, à droite. Quand on regarde comme ça, on se dit, à l'exception de la requête 3, le relap est quand même beaucoup plus rapide que les autres. C'est un résultat assez inattendu. Sachant que le molap et le tabular sont quand même là pour avoir une gestion intensive du cache et de la mémoire, on se dit comment ça se fait qu'entre le relap et le tabular, on est 4 secondes sur une requête qui fait un simple sum par année. Il faut bien prendre en compte le contexte d'exécution de ces requêtes. Premièrement, on est sur du cache froid. Quel est l'intérêt d'être sur du cache froid? C'est parce qu'il n'y en a aucun à être sur du cache chaud. Vu qu'on est sur du SSAS, ils ont globalement une gestion du cache qui n'est pas tout à fait similaire, mais très proche. On aurait eu 6 à 7 millisecondes pour les 3 requêtes, donc ce n'est pas très intéressant. Donc on est sur du cache froid. Petite particularité pour la requête numéro 2, donc celle qui utilise la many-to-many. On l'a fait juste sur le relap, hein, mais vous voyez qu'on met 26 secondes pour aller chercher toutes les lignes sur la many-to-many factorisée, celle qui a une petite étoile, alors qu'on est à 102 millisecondes pour la many-to-many classique. Donc vous voyez que le gap est quand même important, quasiment 5 fois. Donc, ce qu'il faut en retirer, pas grand-chose. Non, je dirais que sur des constructions de base sales, je dirais que le molap, on l'a fait très rapidement. Hein. Il n'y a ni agrégation, ni partitionnement. On a juste un column store index sur le relap. Par contre, le tabular, on ne peut pas faire beaucoup plus que ça. Le tabular, il est très performant quand vous allez chercher des volumes de données relativement acceptables. Là, on est sur une table de fait qui fait 250 millions de lignes. Bon, j'avais animé l'année dernière une session sur le fonctionnement de tabular. Je me faisais des tests avec 20 millions de lignes. Là, vis-à-vis de la capacité du serveur, sachant qu'il y a 2 instances AS qui tournent, donc une tabular et une classique, plus un SQL Server, ça limite tout de suite les choses pour le tabular. Donc le tabular, on le met sur un serveur à part avec beaucoup de RAM, et on essaie de faire un chargement de cache au préalable. Pour le molap, l'idée pour réduire ces temps, c'est premièrement d'avoir des agrégations. Il faut savoir qu'un cube molap sans agrégation, ça ne sert pas à grand-chose, surtout quand on considère certaines volumétries. Là, on n'en a pas fait, c'est juste pour avoir des chiffres qui nous arrangent. Hein. Comme ça, on est capable de dire que le relap, ça marche bien. Donc le molap, il ne faut surtout pas faire ce qu'on a fait là. Vous faites un cube, je dirais, construit de manière
attentionné. Et enfin, le rollup, on s'est juste attaché à mettre un column store index. Donc, c'était vraiment en faire le minimum. Hein. L'idée de la démo, c'est d'en faire le minimum pour qu'on se rende compte qu'en termes de performance, rien qu'avec un column store index, sur des counts, sur toute ma table, ou même avec des splits par année, on est quand même bien meilleur que les autres. Sur le slice, si on avait eu des partitions côté Molap, on n'aurait certainement pas eu les mêmes résultats, hein, je vous le garantis même. Positionner des slices sur vos partitions Molap, là on ne l'a pas fait. Donc je dirais que dans le contexte de notre démo, c'était assez sexy d'avoir ce genre de graphe, parce que premièrement, ça nous permet de presque conclure que le rollup est pas mal pour une première approche. Un peu comme le tabular en fait. Moi, les cubes tabulaires, je les ai longtemps vus. J'ai un peu révisé mon jugement là-dessus, mais je les ai vus comme des cubes quick and dirty. Ça vous permet d'avoir une structure relativement performante, que l'on monte en à peine 2 heures. Et ça vous permet d'avoir une structure analytique à peu près cohérente et à peu près performante. Donc je dirais que le rollup, c'est pratiquement, on a vraiment fait ça pour construire le cube, c'est du next, 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 avec une structure en column store. Et on voit que malgré ça, on s'en sort quand même pas trop mal. Alors les limites. Alors les limites du column store, parce que finalement c'est ça le cœur de la session, hein, il n'y aurait pas de rollup s'il n'y avait pas eu de nouveauté sur le column store. S'il y a des nouveautés, il y a forcément des limites qui sont encore non franchies. Quelques types de données ne sont pas compatibles. On pense au varchar max, au texte et au XML. Mais si vous commencez à avoir ce genre de type de données dans une table de faits, oubliez le molap. On a le problème chez un client actuellement, là où il y a des commentaires de certains faits qui doivent être visibles, et on le fera par du drill through. Parce que remonter cette structure-là en termes de processing et de retour de requête, c'est extrêmement gourmand. Le column store non-clustered existe toujours, il ne faut pas l'oublier, seulement il est toujours en read-only. Le CSI cluster doit être l'Unix index de votre table, et l'alignement du partitionnement table index est obligatoire. Vous ne pouvez pas dissocier les deux comme vous pouvez le faire actuellement. Les différentes ressources qu'on a utilisées. Alors, ce n'est pas exhaustif, on a mis les principales. Bon, pour SSAS, c'est les 2 livres que je me trimballe maintenant, même toi, je pense, hein, depuis 5 ans. Au niveau Column Store Index, il y a le site Ruzanou, le 2e, et tout ce qui est autour du Microsoft Research, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, qui nous ont quand même bien aidés. Il faut savoir que le tricks sur les int, il n'est pas de nous, hein, on n'est pas aussi intelligent. C'est Alexei Kalienko qui avait animé une session au SQL Bits qui a lieu à Londres tous les ans, qui expliquait comment c'était mis en place, et on avait trouvé ça tellement malin qu'on avait décidé de vous le faire partager. Donc toutes les ressources qu'on a utilisées sont là, enfin non, on va dire les plus importantes. Vous allez avoir les slides à disposition. Voilà globalement ce qu'on pouvait tirer de ce sujet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on est pile poil. Non? Donc c'est bien, vous avez tout compris au mode de stockage du Column Store Index, c'est parfait. Donc surtout ne sortez pas d'ici en vous disant que le rollup et le CSI sont l'avenir par rapport au molap. Ça demande un petit peu plus de rigueur que ce dont nous avons fait preuve. Des très grosses volumétries. Pour la petite anecdote, moi j'ai voulu monter la dimension révision, donc là où il y a les commentaires utilisateurs dans Tabular. Rien que la dimension révision toute seule, sans remplir les tables de faits, il m'a monté 20 Go en RAM. C'est que des commentaires distincts de chaînes de caractères. Si vous voulez avoir 20 Go pour une dimension, en tabulaire, c'est pas possible. En le faisant dans mon rollup, ça m'a rien coûté, vu que le rollup, au contraire, me diminue ma taille sur des données différentes, il ne va pas me les compresser non plus beaucoup, mais je n'ai pas besoin de le monter en RAM, donc c'est assez pratique. Donc c'est vraiment au cas par cas, en fonction de ce que vous avez besoin. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Est-ce que vous avez définitivement pas de questions? On est au chaud, on vient de manger. Mais... C'est ça, tout le monde s'est endormi. Non? Non, ouais, enfin, c'est lié à la volumétrie, mais là, c'est un bug du produit AS, quoi. Le fait qu'il nous pète un message d'erreur comme quoi il y a des duplicates keys, en plus, on le voit sur le connect. Hein. C'est sur MSDN. Ah non, c'est globalement. Alors, on l'a testé sur... le post qu'on a vu, ça concernait 2008 R2. Ouais. Mais nous, on l'a testé sur 2014 et on a le même problème. Enfin, 2012, il n'y a rien qui change. Mais non, ouais, c'est malheureusement... Ceci dit, ça se règle assez facilement. Hein. On fait ignore erreur sur la dimension qui pose problème et puis on n'en parle plus. C'est ce qui est conseillé sur MSDN. Bon. Après, ils nous disent que les card drives ne sont pas supportés. Alors bon... Et puis de toute façon, qui fait du rollup? Est-ce qu'il y en a qui ont des cubes rollup en prod? Je ne parle pas de rollup sur la dernière partition. Hein. Je parle de rollup sur une dimension.
avec beaucoup de lignes. Ouais, 2 ? Ah, c'est bien. Bon, sachez qu'on va le faire sur le projet sur lequel on intervient actuellement, là, parce qu'on n'aura pas d'autre choix de toute façon. Et on verra ce que ça donne. Et peut-être qu'on abandonnera SSAS. Pardon ? Tout à fait, c'est pour ça que c'est un faux positif, justement. Voilà. Il ne processe pas. Enfin, il y a un process qui n'est pas un process qui va agréger des données. À un moment du... Au moment où attention, il monte le modèle, voilà. il... Quand on dit il ne processe pas, alors la question c'était pourquoi il y a un problème de process en rollup alors qu'il ne processe pas. Il processe, mais seulement il ne rapatrie pas de data. Mais le process, c'est une construction d'une couche de métadonnées aussi. Donc oui, effectivement, c'est sur la construction de cette couche qu'il y a un problème. Excellent. Autre point aussi qu'on a découvert, parce que moi, franchement, du rollup en prod, j'en avais jamais fait, en tout cas sur des volumes comme ça. Le nombre de lignes ramenées lors d'un select sur vos structures rollup est capé par AS dans son fichier de config à 30 000 ou 300 000 lignes. Effectivement, comme on avait 90 millions de lignes, on a dû aller toucher au fichier de config. Je ne sais pas si genre... T'as pas le lien. Comme on a juste 2 minutes, non, mais je vais le retrouver dans... Juste voir si je vous le retrouve. C'était déjà dans les faire. Ah, ok, merci. Et ça, c'est supporté. Alors ça, par contre, c'est supporté. Je crois que j'ai dû le modifier, d'ailleurs. Voilà. Le Dimension Processing Effort, qui est par défaut à 30 000, j'ai dû le passer à 300 000. Donc ça, c'est une limitation déjà sur le rollup. Donc certainement pour éviter d'avoir des surcharges côté SQL Server. Bon, si vous n'avez plus de questions, je vous invite à... Oui ? Par rapport au temps réel, est-ce que vous avez testé en fait sur mettre à jour la source de données ou de récupérer des données en fait sur un cache chaud sur voilà. Non. Est-ce qu'on voit directement Non, on ne l'a pas testé ça. Tu fais référence à l'option dont tu me parlais. Ouais. Non, non, on l'a pas testé ça. Ouais. Non, non, on l'a pas testé. Ça dépend. Alors, le nom de l'option, c'est quoi, Tariq? Je me souviens plus. Real Time OLAP. Ouais. Il ne voit pas la différence. Il y avait une session là-dessus par Mathias et Kizian et Frédéric Gisbert. Pas d'autres questions? Bon, il nous reste à vous remercier pour votre attention et votre patience, en espérant que vous ressortiez avec...